Mr. C., ich habe Sie schon gesucht. Einer meiner Mitarbeiter hat im Hotel etwas vergessen. Sie haben es, nicht wahr? Also geben Sie es zurück. Der Typ aus Malaysia. Den haben wir nur deshalb umgebracht, damit deine Fotos nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Mr. Ho, Sie können sich jetzt nur noch retten, wenn Sie uns sagen, warum man Sie erpresst. Du musst vorsichtig sein. Niemand darf etwas erfahren. Wir haben eine undichte Stelle bei der Polizei. Du musst uns behilflich sein. Ich habe ein Ergebnis, Lord. Es ist eine Kokainessenz. Daraus kann man hochwertiges Kokain herstellen. Was denn? Drogen? Wenn du einen schnellen Tod willst, dann sag mir, wer außer dir das Band noch kennt. Wer hat es noch abgehört, ne? Das ist ja ein schöner Mist, 2 Tote an einem Tag. Scheint ein verdammt schwieriger Fall zu werden. Weiter! Ich hätte nie gedacht, dass wir uns mal vor Gericht wiedersehen würden. Leider wird nicht gegen mich verhandelt, sondern gegen Sie. Et bonjour à tous, aujourd'hui 150e épisode de Hong Kong Connexion. Ça commence à faire pas mal. Pour ce 150e épisode, je vais enfin vous présenter, ça fait longtemps que je voulais vous en parler, puisqu'il s'agit d'un de mes films de Hong Kong, d'un de mes polars de Hong Kong préférés, donc à savoir The Big Hit, réalisé en 1988. Alors, réalisé d'abord par Andrew Kam, puis continué par Johnny To, puis ensuite récupéré par Tsoyark. Je crois même que David Wu, le monteur de Tsoyark et de John Woo, a aussi tourné des scènes. Donc tournage ultra chaotique, donc une production Film Workshop. Donc c'est vraiment, on peut vraiment considérer, enfin moi en tout cas je le considère comme un film de Tsoyark, puisqu'effectivement le fait qu'il ait tourné des scènes, qu'il ait drivé le projet, qu'il l'ait produit, etc., je pense qu'il en avait même eu l'idée initiale, et je pense qu'il voulait faire une espèce de, enfin de ce que j'ai cru comprendre, il voulait faire une espèce de contrepoint à Better Tomorrow, donc le syndicat du crime, donc se réinterpréter l'Heroic Bloodshed et le polar, mais justement en enlevant le côté ultra chevaleresque et ultra héroïque, mais en revenant à des choses, on va dire, où les chevaliers et les héros modernes sont passés à la moulinette d'un monde dur, violent et sans limite, puisqu'en fait, ce qui va vraiment se démarquer du film, ça va être son ultra violence, le côté désespéré. Il y a, on va retrouver comme ça une escouade de 4 flics. 3 flics de Hong Kong et un flic de Malaisie, je crois, qui vont mener une enquête, voilà, sur la disparition d'un des leurs, qui était une taupe qui a été retrouvée complètement massacrée par un truand, sans vergogne, voilà, sans limite. Et voilà, ils vont se retrouver comme ça dans tout un tas de situations ultra violentes, ultra injustes, et avec ce qu'avait l'habitude de faire le polar de Hong Kong des années 80, mais surtout 90, parce que je trouve qu'il préfigure, le film a été fait en 88, mais je trouve qu'il préfigure vraiment ces polars un peu désespérés, mais surtout des polars ultra rapides des années 90, à l'approche de la rétrocession, comme des films comme OCTB, Crime Story, Rock'n'Roll Cop, donc toute la trilogie de police de Kurt Kong, ou encore les full alerte et full contact de Ringo Lam et plein d'autres polars. Je trouve qu'il a vraiment une facture des années 90, bien qu'il ait été fait avant, mais on sait le talent de Tsoyark pour anticiper sur des modes et sur des courants et sur des décennies. Donc voilà, on va retrouver en plus c'est marrant parce que on retrouve dans le rôle principal Weasley. Et je pense que c'est fait exprès, c'est-à-dire qu'en fait Tsoyark prend le méchant du syndicat du crime pour interpréter le héros de The Big Hit. Donc c'est intéressant aussi ça, cette espèce de
de doublons, cette espèce de truc de doublons qu'il fait avec le syndicat du crime que je trouve intéressant. Et après on retrouve également au casting dans les rôles principaux, alors plutôt en rôle secondaire, alors les personnages de flics, les acteurs je les connais vraiment pas. À part évidemment Weasley et Philip Kwok qui chorégraphie aussi le film et qui est une des grandes légendes, un des grands chorégraphes du cinéma de Hong Kong, qui a notamment chez nous chorégraphié Le Pacte des Loups. Là qui va être aussi le partenaire du partenaire du chef de l'équipe qui est interprété par Weasley, donc voilà, Philippe Kwok. La jeune recrue, l'acteur, je me souviens plus du tout de son nom, mais je crois qu'il n'a pas fait grand film. Et puis le personnage qui vient de Malaisie, je le connais pas non plus. Donc ça, c'est vraiment des acteurs que je connais pas. Dans des rôles secondaires, on va retrouver Joey Wong, hein, qui est aussi pareil, une actrice emblématique de la film workshop de l'époque. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve dans des seconds rôles, dans les rôles de Wayu et de gangster, Michael Cho. Donc dans la gangster à la balafre, que les fans de cinéma de Hong Kong connaissent surtout pour son adaptation non officielle de Nicky Larson, qui était Mr. Mumble, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui avait fait aussi pas mal de films à Hong Kong dans les années 80-90, qui est un acteur d'ailleurs qui a même refait des films récemment à Hong Kong. Acteur canadien mais d'origine chinoise, qui fait 1m98 et qui est une montagne de muscles, et là qui a un rôle assez intéressant dans le film, bien que ce soit un rôle un petit rôle quoi. Et puis on retrouve aussi Robin Shou, voilà la star de Mortal Kombat, qui a, je le rappelle, effectivement commencé sa carrière à Hong Kong. Là, lui, c'est un acteur américain d'origine chinoise, mais qui a fait une grosse partie de sa carrière à Hong Kong, et notamment dans Tiger Cage 2, et voilà. Donc, outre ça, évidemment, on est obligé d'évoquer le chaos qui a été le tournage et la production, chaos inhérent au cinéma de Hong Kong. Hein. Le cinéma de Hong Kong a toujours cette vertu cette ville et ce cinéma étant par essence chaotique, le chaos qui est produit au sein de cette production et au sein des films permet toujours d'avoir des espèces de films qu'on n'aura pas du coup dans d'autres pays et dans d'autres provenances. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait un peu, je trouve, l'identité pure du cinéma de Hong Kong d'une certaine époque, qui représente pour moi l'âge d'or de l'âge d'or. Qui se situe, on va dire, entre les années 80 et les années 2000. Et je trouve que ce film incarne de manière absolue ce qu'est le cinéma de Hong Kong de cette époque. En plus, il est fait en 88, et donc en 90, à un moment, à l'approche de 90, à un moment un peu charnière, voilà, entre les années 80-90, qui pour moi vraiment est les deux plus belles décennies de l'âge d'or. Hein. C'est vraiment pour moi mes décennies préférées. C'est vraiment l'identité pure de ce que a pu être le cinéma de Hong Kong à travers le monde, avec notamment le polar et notamment des films chaotiques, désespérés ou alors complètement fous. Et ce qui va être intéressant aussi d'analyser, c'est que, alors effectivement, on l'a dit, le film a eu plusieurs auteurs, mais en fait l'auteur principal ça reste quand même Tsui Hark, puisque c'est lui qui produit et c'est lui qui drive le projet et c'est lui qui décide un petit peu de ce qu'il veut. Je crois que c'est lui qui a vraiment rajouté les scènes de violence, de gore. Alors est-ce que c'est lui qui les a shootées ou c'est lui qui les a demandées en plus? Ça je sais pas. Hein. D'ailleurs, entre parenthèses, le bouquin d'Arnaud Lanuc sur Tsui Hark qui va sortir, donc la théorie du chaos, qui va sortir bientôt. Je pense qu'il y aura des informations très intéressantes sur le film. Et donc moi j'ai hâte de l'acheter et j'ai hâte de découvrir ça. Donc je vous conseille, si vous voulez vraiment en savoir plus sur Tsui Hark de manière générale et particulièrement sur The Big Hit, je vous invite à acheter le livre là qui sort bientôt. Ça va être une bible et ça va être très utile pour comprendre tous les processus de création aussi chaotiques de Tsui Hark. Et donc voilà, le film a été produit dans le chaos, dans l'urgence, dans ce qui était Hong Kong au niveau de son organicité dans les années 80-90. Et donc le premier réalisateur qui avait choisi Tsui Hark, apparemment, c'était Andrew Kam,
qui est un réalisateur, moi, qui a fait 2-3 petits trucs que j'aime bien. Il a fait aucun grand film, hein. Je vous avais parlé d'un très très bon polar, Girl with Gun, série B d'exploitation, qui va faire 2 ans après The Big Hit, qui s'appelle Fatal Termination avec Moon Lee. Et il y a aussi Robin Chou, il y a aussi plein de monde, et qui est très très cool, et que moi j'aime bien parce que je trouve qu'il est plutôt bien filmé. Il y a des espèces de mouvements de caméra qui sont cool, il y a une belle ambiance, qu'on retrouve un peu d'ailleurs dans The Big Hit. Je pense qu'il a mis Andrew Cam, on a tendance un peu à l'oublier, on le cite jamais en fait dans le processus de création et de The Big Hit, mais on cite évidemment bien toujours Johnny To et Pete Soyark, bien sûr, mais Andrew Cam, qui est pas voilà, qui est pas un réalisateur qui est resté dans les annales du cinéma de Hong Kong, je trouve qu'il porte un petit peu enfin je retrouve des petites choses que je retrouve entre The Big Hit et Fatal Termination à des moments, au niveau de quelques mouvements de caméra, quelques trucs. Je retrouve quelques petites choses visuelles, et au niveau de l'identité du truc, un peu violent et tout, je retrouve des trucs. Donc je pense que il a dû installer des choses. Voilà, moi j'ai hâte de découvrir le livre pour savoir si on va en découvrir plus ou pas. Après, effectivement, donc Tsoyark était pas très content du film, donc il a demandé à Johnny To de bosser pour lui. Alors Johnny To, ça s'est apparemment extrêmement mal passé. Bien qu'aujourd'hui, le fait qu'il soit devenu ami, apparemment, fait que voilà, Johnny To est assez diplomate en termes de la manière dont il dépeint le tournage, mais apparemment pendant le tournage c'était assez compliqué. Je crois que c'est la première fois qu'ils travaillaient ensemble, et voilà, pareil, Tsoyark va aussi renvoyer Johnny To. Et par contre, le truc positif, c'est que Johnny To, le grand réalisateur qu'on connaît des années 2000, et le grand producteur surtout des années 2000 qu'on connaît, qui va vraiment faire le cinéma de Hong Kong des années 2000, je pense qu'il va beaucoup apprendre de Tsoyark pendant ce tournage, au niveau du processus de réalisation ou de production, et ça va lui donner quand même une bonne assise pour sa future boîte de prod que sera la Milky Way Image, qui va produire les années 2000 à Hong Kong. Donc je pense qu'il a beaucoup appris au contact de Tsoyark, malgré le chaos. De toute façon, c'était très difficile de tourner avec Tsoyark, tout le monde le dit. Il y a 2 solutions avec Tsoyark, en fait. Soit on s'efface face au tyran, face au maître, et on exécute, hein, au niveau de la hiérarchie, on reste à sa place et on se met au service du maître. C'est par exemple ce qu'avait fait Ching Siu Tung. Et peut-être aussi Raymond Lee, peut-être aussi, si on peut peut-être dire ça, alors que donc ça, ils ont fait beaucoup de films ensemble, alors que par exemple ça a été très chaotique avec des réalisateurs qui ont une forte personnalité, comme par exemple évidemment Kirk Kong, là en l'occurrence de Johnny To, ou d'autres réalisateurs. Je crois par exemple que sur un film que Tsoyark avait produit, qui était Le Temple du Lotus Rouge de Ringo Lam, je crois qu'il avait laissé vraiment le champ libre à Ringo Lam. Donc des fois ça arrivait, mais je crois que les deux étaient assez potes. Enfin, apparemment il l'a laissé faire un peu ce qu'il voulait. Donc voilà, ça je sais plus si c'était pote ou pas, mais en tout cas apparemment il l'a laissé faire. Et c'est assez rare, parce que Tsoyark est vraiment un maniaque du contrôle, et quelqu'un qui change d'avis très rapidement, très facilement. Il va penser à une idée un jour, et puis il va l'acheter à la poubelle le lendemain, parce qu'il va penser que le film doit plutôt partir dans cette direction ou une autre. C'est la manière dont il crée, donc moi je trouve ça assez fascinant, hein. Cette manière de faire du cinéma, c'est un des réals qui me fascine le plus à Hong Kong, bien évidemment. Mais c'est pas forcément celui de lequel je suis le plus proche thématiquement, idéologiquement. Moi, je serais plus proche d'un John Woo au niveau de la profondeur des œuvres, et au niveau de ce que moi je me sens plus proche de John Woo par rapport à plein d'aspects. La chevalerie, la tradition, une certaine esprit de la chrétienté, etc. Voilà, je suis plus proche de ça, on va dire organiquement et idéologiquement. Je me sens plus proche de John Woo, mais Tsoyark me fascine complètement, même si voilà, j'ai pas la même vision du monde que lui, mais il me fascine complètement en termes de création, en termes de les films qu'il a fait, le nombre de genres qu'il a exploré, le nombre de trucs qu'il a fait, ça me fascine absolument. Mais c'est un peu pareil que, là je fais vraiment une petite parenthèse, mais c'est un petit peu pareil que pour moi, que ça va être la même chose que Jackie Chan et Sammo Hung. Moi je me sens beaucoup plus proche de Sammo Hung
dans l'approche de ce qu'il va faire et au niveau des thématiques et au niveau de l'idéologie et tout ça. Et par contre, le Jackie Chan me fascine beaucoup plus au niveau de ce qu'il arrive à faire, au niveau de la rythmique et au niveau de plein de trucs qu'il explore au niveau du cinéma. Ça me fascine beaucoup plus. Donc moi, je dirais presque que Tsui-Hark et Jackie Chan sont les deux qui me fascinent le plus. Enfin, sont les deux cinéastes qui me fascinent le plus à Hong Kong. Voilà, parenthèse refermée. En tout cas, voilà, pour The Big Hit, clairement, pour Tsui-Hark, outre tous ces problèmes de production, voilà, mais qui sont encore une fois inhérentes à ce cinéma, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, je dois rappeler quand même que Tsui-Hark n'a pas réalisé énormément de polars. Il a fait beaucoup plus de films d'arts martiaux, principalement du wuxia-pian, du drame ou de la comédie, mais pas beaucoup de polars. Et il a fait en fait pour moi une trilogie de polars. Voilà, pour moi c'est la grande trilogie du polar de Tsui-Hark, c'est 1980 L'Enfer des Armes, 1988 The Big Hit, dont on parle aujourd'hui, qui fait le lien, et Time and Tide en 2000, qui referme le couvercle de cette trilogie. Parce que je trouve que The Big Hit, voilà, qui est pas à proprement parler signé par Tsui-Hark, mais ça reste pour moi quand même son film, il est à la fois dans ce nihilisme et ce côté désespéré et sans avenir qu'on pouvait retrouver dans L'Enfer des Armes, qui est vraiment un film où l'avenir est bouché, qui est voilà vraiment où les personnages sont pris au piège dans une espèce de chaos, de béton et de violence infinie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espoir dans l'enfer des armes. Et à contrario, dans Time and Tide, en 2000, on a aussi pareil un film, encore une fois, dans le chaos, dans la violence et dans le béton d'une ville chinoise, mais qui se situe en fait dans cette espèce de contradiction entre la culture chinoise et la culture occidentale, en cette manière très collectiviste de gérer un peuple et en même temps très capitaliste. Donc c'est quelque chose de très contradictoire et quelque chose de très bizarre, hein, mais ce qui fait pour moi la force du cinéma de Hong Kong, c'est ça, c'était cette espèce de dialectique contradictoire entre deux mondes qui se sont rencontrés et qui n'étaient pas prêts à se rencontrer et qui se sont fracassés les uns les autres. Et c'est pour moi ce qui faisait toute la force du cinéma de Hong Kong, et c'est pour ça que le cinéma de Hong Kong, encore une fois, petite parenthèse, ne peut plus être ça aujourd'hui, ce territoire a été rétrocédé en fait à la culture chinoise, bien qu'il porte encore les stigmates de ce qu'a été la colonie. Il ne peut plus être ça, il ne peut plus porter ce chaos, il ne peut plus porter cette contradiction, il ne peut plus porter ce fracas, parce qu'il n'est objectivement plus dans son histoire de cette forme-là. Alors qu'à l'époque de la colonisation, c'était une période en fait d'une espèce de monde qui n'avait pas d'avenir ni de passé, qui se situait comme ça, qui flottait un peu dans l'air et qui reliait un petit peu deux mondes entre eux, mais en créant une espèce de chaos. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que le cinéma de Hong Kong, selon moi, était un des cinémas les plus riches à une certaine époque. C'est parce que deux cultures se fracassaient les unes les autres, et ça a créé une espèce de dynamite et d'énergie infinie d'une certaine époque qu'on peut automatiquement plus avoir. Et d'ailleurs qui n'y avait pas forcément avant les années 50 non plus, quoi. Et donc ça a été vraiment comme ça, voilà, une période bien spécifique, et donc de ce fait, voilà, la période pour moi 80, où en fait on a commencé bon, je pars un peu dans tous les sens, hein, mais je vais essayer d'arriver à mon point, excusez-moi, mais en gros, la période 80, où on a commencé à parler, bon, les habitants de Hong Kong ne le savaient pas encore, mais on commençait à parler de rétrocession, de la confirmation du traité de Nankin, etc., qui angoissait la population, puisqu'ils ne savaient pas vers où ils allaient aller. Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est l'enfer des armes se situe un peu dans cette période un peu trouble et un peu troublée pour la population. Et de l'autre côté, Time and Tide, là, la rétrocession a eu lieu, mais récemment, très récemment. Donc la rétrocession s'est plutôt bien passée. Les gens n'ont pas tellement vu de changement, et en même temps,
bon, il y a effectivement un chaos, un doute, etc., qui crée comme ça une espèce de confrontation. Mais le film, quand même, Time on Tide, globalement, enfin en tout cas c'est ce que le Tsui-Hark dit, et d'ailleurs il dit un peu au revoir à Hong Kong à travers ce film aussi quand même, parce qu'après je crois qu'il y reviendra plus, en tout cas à Hong Kong même. Il dit un peu au revoir à Hong Kong et il dit finalement ça va bien se passer, moi maintenant je peux partir en Chine, quoi, ça va le faire. Donc moi avec à la fin de Time on Tide, l'espérance, la naissance du bébé, etc., que moi je vois beaucoup plus optimiste, vraiment d'un chaos naît quelque chose de très voilà de très beau. On voit la lumière au bout du tunnel. Moi c'est comme ça que j'interprète Time on Tide, et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, je pense. Hein. Souvent on dit que les gens disent qu'ils ne comprennent pas forcément ce que ça raconte, etc. C'est vrai que c'est très chaotique, mais je pense que c'est vraiment fait exprès. Je pense que c'est vraiment fait exprès parce que ça répond à ce chaos de la trilogie que j'ai essayé de citer. Et donc on en revient à, pour moi, ce qui fait le lien entre ces deux périodes, la période de désespoir absolu et la période d'espoir relatif, c'est cette fameuse période des années fin 80, début 90, où on arrive, on est à la période de la catégorie 3, du polar un petit peu hardcore et violent. Vraiment, on sent que le temps s'accélère vers quelque chose dont on a peur, et en même temps, peut-être que ça ira. Enfin, en tout cas, le The Big Hit se situe vraiment en plein milieu de ça. C'est-à-dire qu'on a des héros, on a de temps en temps l'amour, l'héroïsme, le côté incorruptible aussi et chevaleresque des héros. Un truc, voilà, très. On peut y voir une certaine forme d'optimisme. D'ailleurs, la fin n'est pas totalement désenchantée, mais je dirais plutôt qu'elle est froide. Donc, les personnages traversent des épreuves et des douleurs. Ils perdent des proches, ils perdent l'amour, les amis, les machins, et en même temps, à la fin, le cycle se perpétue, et puis finalement, les héros ont traversé ça, mais pas en s'en foutant, mais voilà, il faut continuer à avancer, quoi. Donc il y a ce côté quand même un peu comme ça, et en même temps ce côté complètement noir, désespéré, ultra violent qu'on retrouve vraiment. Il y a des scènes qui préfigurent Time on Tide au niveau même du chaos. Au niveau de l'action, par exemple, la scène de l'hôpital, je sais pas qui l'a shooté, comment ça a été fait, dans quelles circonstances. Est-ce que c'est Tsui-Hark, est-ce que c'est Andrew Kam, est-ce que c'est Johnny To, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un chaos dans cette scène de l'hôpital qui est incroyable. La scène de l'ascenseur, les scènes voilà, c'est ultra violent, ultra noir, ultra dur, ultra injuste, parce qu'il y a le sort qui est réservé à certains personnages est vraiment horrible et totalement injuste, et on s'y attend absolument pas. Voilà, il y a une violence, et il y a vraiment ce côté personnage héroïque et incorruptible dans une moulinette géante, quoi. Les personnages sont littéralement passés à la moulinette, et voilà, mais en même temps, voilà, c'est vraiment un entre-deux. On est vraiment entre deux époques, entre deux manières de voir les choses, parce que voilà, les années 90 vont être aussi le symbole. Les années début 80, par exemple, il y a beaucoup de polars ou de films d'horreur qui vont être très désespérés à Hong Kong. D'ailleurs, il y a plein de grands films à cette période-là qui préfigurent un peu la catégorie 3 et qui préfigurent la nouvelle vague et le polar des années 80, qui est très cru, très dur. Mais là, on est vraiment dans une période d'incertitude et de désillusion la plus totale. Et dans les années 2000, on est vers une forme d'espérance, et on a passé le cap. Donc maintenant, on sait où on va. On sait pas si ça sera bien ou mal. En tout cas, on sait où on va. Et voilà. Et les années 90 vraiment symbolisent cette espèce de jonction. Voilà, fin 80, début 90, comme j'ai dit, c'est une période très particulière, moi que je trouve la plus intéressante, hein, vraiment la période qui va de la deuxième moitié des années 80 à la première, de 85 à 95 en gros. Pour moi, c'est vraiment une période fascinante, la plus fascinante qu'il y ait eu pour moi dans le cinéma de Hong Kong. Ça va être l'âge d'or de l'âge d'or de l'âge d'or. Si vraiment on rétrécit, et puis après, si on rétrécit encore plus, voilà, il y a vraiment les années fin 80, début 90. On va avoir des films comme pareil, c'est cette espèce de duo là qu'on a de Syndicat du Crime 3 et puis Une balle dans la tête, pareil, qui vont porter ce truc là. Comme j'ai dit, il va y avoir après les polars, il va y avoir Gunman, enfin il y a plein de polars super intéressants. Il va y avoir plein de catégories 3 de films à la fois. Voilà, il y a ce sentiment d'urgence,
cette violence et et en même temps cette espèce de petit espoir comme ça qui pointe le bout de son nez à des moments. Et donc voilà, le film représente absolument cette dualité et cette dialectique, on va dire, et cette synthèse entre voilà, trois époques différentes. Et je trouve que les trois films représentent chaque époque du polar hongkongais différent. Et donc de ce point de vue-là, moi je trouve que ça forme une trilogie parfaite. Donc voilà, matez-vous les trois d'affilée, regardez. Moi j'ai un amour infini pour l'Enfer des Armes, qui est pour moi vraiment mon préféré de la trilogie. J'adore The Big Hit, le film dont je vous parle aujourd'hui, vraiment je l'adore, parce que ça représente encore ce courant des années 90 qui est une période presque parfaite, quoi. Enfin, comme j'ai dit, entre 85 et 95 qui est pratiquement parfaite, autant pour le cinéma de Hong Kong que pour Tsui Hark d'ailleurs, je trouve. Et moi voilà, j'aime un peu moins après ce qui va se faire dans les années 2000. Moi je suis pas un immense fan de Time on Tide, bien que attention, c'est un très grand film et c'est un film que j'aime énormément, mais c'est pas forcément le film qui me travaille viscéralement, puisqu'en fait il s'ouvre vers autre chose, et notamment vers un polar de Hong Kong des années 2000 que moi j'apprécie fortement, parce qu'il a encore son identité propre, mais on sent vraiment le reliquat d'une certaine époque. On n'est plus vraiment dans la même époque, il reste encore des trucs de ces époques-là, mais on va clairement vers autre chose après. Donc moi ça m'intéresse un peu moins au niveau du polar à ce niveau-là. Je préfère en fait moi je vais préférer carrément quand les cinéastes vont partir en Chine faire des films chinois, parce qu'en fait je trouve que c'est le sens de l'histoire en fait. Je pense qu'organiquement on peut plus vraiment faire ça. Alors je dis ça, mais en même temps, je me contredis dans ce que je dis, parce que effectivement, il y a pas longtemps, on a eu un chef-d'œuvre absolu du cinéma de Hong Kong qui s'appelle Limbo, et qui a été réalisé par Tsui Cheng, et qui démontre ce que je dis. Mais disons que ça, c'est vraiment très rare, je trouve, et on a du mal à retrouver ça. Alors, je pense que Hong Kong peut continuer encore à faire ça de manière un peu ponctuelle, mais je sais pas s'il peut retrouver ça de manière organique comme c'était le cas dans les années 80, 90, 2000. Je pense pas, mais je peux peut-être me tromper, et moi qui aime encore cette ville et qui a d'ailleurs hâte d'y retourner, il y a encore beaucoup de choses à faire dans le polar, et d'ailleurs les polars aseptisés qu'on nous sert depuis des années, en fait depuis les années 2000, mais surtout depuis les années 2010, moi me désespère complètement, et de temps en temps c'est vrai que j'aime bien retrouver des polars un peu rugueux, un peu à l'ancienne. Je vous avais cité The Brink, je vous ai évidemment parlé de mon amour pour Limbo, et puis il y a de temps en temps comme ça Hand-Roll Cigarette, des films comme ça qui sont très très chouettes, mais qui sont quand même des budgets assez limités, mais on retrouve comme ça le côté organique de la ville, parce qu'en fait Hong Kong possède encore cette facture-là à travers la ville quand on y va. Moi j'y suis allé entre 2018 et 2020, et il y avait encore il y a encore ça à Hong Kong. On peut encore faire des polars à Hong Kong, on peut encore, mais c'est plus une espèce de on le fait c'est plus un espèce de truc un peu nostalgique, soit ça, c'est très difficile de parler on va dire du côté viscéral de la ville aujourd'hui, bien qu'il y ait encore plein de choses à dire, que ce soit au niveau de la profondeur de la pensée de la ville, de son actualité, de plein de trucs politiques, etc. Il y a plein de trucs à faire, je pense encore, mais d'un point de vue global, on est quand même revenu à autre chose. On est dans un cinéma chinois plus global aujourd'hui, donc c'est très difficile pour le polar d'exister. En tout cas, j'ai fait moult parenthèses et ça a duré très longtemps. Je m'en excuse encore, vraiment, si j'ai été trop long, vraiment je m'en excuse. Je parle toujours de cinéma de Hong Kong avec passion, et j'essaye toujours de vous ramener voilà des pensées un peu plus originales. Alors je sais pas si c'est plus profond ou pas, ça c'est à vous de me le dire, j'en sais rien. Peut-être que je divague complètement, hein. Je pars dans des digressions des fois, parce que c'est tellement quelque chose de viscéral pour moi, à la fois l'attachement à cette ville et à ce cinéma, que j'ai eu le temps de penser à plein de trucs, et j'ai eu le temps d'y réfléchir. Et peut-être qu'effectivement c'est pas extraordinaire, peut-être que ce que je dis c'est pas dingue, mais en tout cas n'hésitez pas
à me faire vos retours. Je vous laisse là-dessus, je vous abandonne pas, mais en tout cas, là, ça fait quand même le 150e épisode de Hong Kong Connexion. Je vous avoue que je vais peut-être faire une petite pause parce que ça fait quand même pas mal d'épisodes. On verra si on va jusqu'à l'épisode de 200. En tout cas, là, je vais essayer de me reconcentrer plus sur le Raging Fire Club dans les mois qui viennent, et je vous ferai évidemment une petite vidéo comme ça ponctuelle, hein, je pense de temps en temps. En tout cas, voilà, The Big Hit de Tsui Hark, mais aussi un peu de Johnny To, d'Andrew Kam et de David Wu, film somme qui représente vraiment la quintessence chaotique du cinéma de Hong Kong d'une certaine époque. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Alors le film est très difficile à trouver, alors je pense que vous pouvez le trouver en import, en Blu-ray, etc. Enfin je sais pas s'il est sorti en Blu-ray, mais en tout cas le film manque aujourd'hui d'une ressortie, notamment d'une sortie 4K. Ça serait bien de le ressortir là en 4K, parce que même si le film est très bordélique et tout, franchement ça représente bien le cinéma de cette époque-là, et c'est vraiment très chouette. Donc vraiment une œuvre fondamentale, chaotique et magnifique du cinéma de Hong Kong d'une certaine époque, qui ne reviendra jamais, mais dont on peut encore voir les bijoux et la lumière. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.